Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la proposition de loi sur les soins infirmiers. Je suis Kate Shepard, chef de la direction et registraire de l'AIMB. Je suis accompagnée de mon collègue Colin Leahy, directeur des politiques, des risques et de la conformité de l'AIMB. Dans ce webinaire, nous voulons vous présenter les principaux éléments de la proposition de loi. Nous espérons que cette présentation vous éclairera pour que vous puissiez formuler des suggestions dont nous tiendrons compte au moment de finaliser la loi. Nous n'aborderons pas tous les aspects de la proposition de loi, mais vous trouvez sur notre site web le texte complet de la proposition de la loi et de nouveaux règlements administratifs ainsi qu'un résumé de cette proposition. Je vous encourage à les consulter. La loi actuelle a été promulguée en 1994, mais la profession infirmière a considérablement évolué en plus de 40 ans. Nos fonctions ont changé et continuent de se développer à un point où la loi doit tenir compte de ces changements. Face aux demandes croissantes et aux ressources insuffisantes du système de santé, nous avons besoin d'une loi flexible qui réduise les obstacles à l'exercice de la profession et rende l'accès à la profession aussi efficace que possible, tout en veillant à ce que les Néo-Brunswickois continuent de recevoir les soins prodigués par une professionnelle infirmière sûre, compétente et qualifiée. Si la profession infirmière et le système de santé ont évolué, notre environnement réglementaire a lui aussi changé. Partout au Canada, les organismes de réglementation ont fait l'objet d'enquêtes en raison de préoccupations du public et des gouvernements concernant leur méthode de travail. Ces enquêtes ont conclu que les organismes de réglementation doivent se concentrer sur l'intérêt public, ce que leur loi cadre doit préciser. Enfin, les infirmières et les infirmiers doivent également avoir la conviction que les processus utilisés par leur organisme de réglementation sont équitables, efficaces et conformes aux pratiques exemplementaires en vigueur, ce qui doit également figurer dans la loi cadre. Cette évolution a poussé les gouvernements de nombreuses provinces, dont l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et l'Alberta, à modifier leur loi régissant la profession infirmière. L'équipe de l'AIMB travaille depuis 3 ans à l'élaboration de la loi proposée. Tout au long de ce processus, nous nous sommes appuyés sur des informations provenant d'autres provinces pour connaître les lois en vigueur et les adapter aux besoins
de la population du Nouveau-Brunswick. J'ai mentionné que les gouvernements et les organismes de réglementation à travers le pays ont décidé de modifier leurs lois sur les soins infirmiers en réponse à des préoccupations du public. Bon nombre de ces préoccupations sont fondées sur la conviction que les organismes de réglementation ont tendance à protéger leurs membres et à privilégier les intérêts de ces derniers au détriment de l'intérêt public. Cette contestation a poussé les autorités à préconciser les lois structurées de manière à privilégier l'intérêt public, avec une plus grande transparence face au public et une grande obligation de rendre des comptes. Des formulations habilitantes sont essentielles pour que la loi puisse être adaptée aux changements qui continueront d'intervenir dans la profession et le système de santé. Il faut donc que la loi prévoie une certaine flexibilité et une capacité d'adaptation. Par exemple, en ce qui concerne les champs d'exercice, ils sont définis de manière générale, mais des dispositions sont ajoutées pour indiquer que d'autres aspects du champ d'exercice peuvent être régis par des règlements administratifs. La loi ne fixe donc pas de limites, notablement aux moyennes de listes prescrites et privilège des formulations flexibles et adaptables. En troisième lieu, nous nous sommes efforcés et simplifiés les processus d'immatriculation et de gestion des plaintes, dans un souci d'efficacité, d'équité et de protection du public. J'aimerais prendre un moment pour vous parler de notre travail concernant la création d'une association professionnelle. Plusieurs organisations jouent un rôle dans la profession infirmière. Les organismes de réglementation de la profession infirmière ont la mission de protéger le public et veiller à la sécurité des patients en réglementant l'exercice de la profession. Pour ce faire, nous faisons la promotion des bonnes pratiques infirmières, nous luttons contre les mauvaises pratiques et nous intervenons lorsque des pratiques inacceptables sont découvertes. Cette mission est très différente de celle des syndicats et des associations professionnelles. Chaque organisation a un rôle important à jouer dans la profession infirmière. Les associations professionnelles telles que l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, se concernant sur la promotion des intérêts de la profession infirmière. Les syndicats défendent les intérêts de leurs membres, notamment pour ce qui est de la conciliation travail-vie privée et leur bien-être social, économique et personnel. Notre organisation doit se concentrer sur la mission d'organisme de réglementation et son mandat de protection du public. Mais
nous reconnaissons l'importance de promouvoir les intérêts de la profession et du système de santé et travaillons en collaboration avec des personnes intéressées à la création d'une association professionnelle des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. L'AIMB a même annoncé avoir réservé des fonds à ce fin. Conformément au usage juridistique, le but de l'ordre est défini dans une section intitulée « Objet ». Cette partie de la loi est importante car elle indique clairement que le but de l'ordre est de suivre et de protéger l'intérêt public par différents moyens. La liste de ce que l'ordre peut faire doit toujours être lue dans le contexte du préambule, où il est précisé que l'ordre exerce toutes ses fonctions dans le but de servir et de protéger l'intérêt public. La liste des fonctions figurant sur la diapositive n'est que partielle, car la loi inclut d'autres fonctions de l'ordre et nous vous encourageons à lire le contenu intégral de l'article 4 de la loi. Cet article mentionne notablement les fonctions suivantes. Établir ou adopter un code déontologique, des normes d'exercice, des compétences de niveau débutant, des critères d'immatriculation et d'approuver des programmes de formation infirmière. Nous avons proposé de nouveaux éléments de terminologie et des changements structurels. Les changements sont conformes à ce que d'autres organismes de réglementation de la profession infirmière ont fait ces dernières années. Par exemple, notre nom changera puisque nous deviendrons un ordre et nous remplacerons le terme membre par personne inscrite. Cet changement visant à faire la distinction entre un organisme de réglementation et une association professionnelle. En changeant le nom de Loi sur les infirmières et infirmiers en Loi sur les soins infirmiers, nous signalons que cette loi ne concerne pas que les infirmières et infirmiers. Elle traite également de la pratique des soins infirmiers, de la formation infirmière et des personnes qui n'ont pas encore le titre infirmière ou infirmier. En ce qui concerne la structure de la loi, elle constitue la pièce maîtrise définissant les fondements de tous les actes que l'ordre peut procéder. La loi indique que les détails concernant divers sujets, tels que la composition du conseil d'administration, seront précisés dans les règlements administratifs. Outre la loi et les règlements administratifs, l'ordre a également le pouvoir d'adopter des politiques sur certains sujets, ce qui constitue un exemple d'application du principe d'utilisation de formation
habilitante. L'article 8 de la loi traite des règlements administratifs. Toute modification des règlements administratifs, nouvelles règlements, suppression ou modification doit être communiquée à toutes les personnes inscrites et faire l'objet d'une consultation de 30 jours. Certaines modifications des règlements administratifs nécessitent l'approbation du ministre de la Santé. Par exemple, les modifications qui affectent le champ d'exercice ou la désignation. Nous allons maintenant parler de la gouvernance et des champs d'exercice. Dans tout organisme de réglementation, il est essentiel de bien comprendre les différents rôles du conseil d'administration, de la chef de la direction et des personnes inscrites. Dans la loi proposée, le conseil s'occupe de la gouvernance de l'ordre. Quand on parle de gouvernance, on parle du rôle de surveillance du conseil d'administration par rapport à la chef de la direction, le type de vision que le conseil doit avoir pour gouverner efficacement et le type de prévoyance qu'il doit exercer pour fournir une orientation stratégique à ceux qui gèrent l'ordre, c'est-à-dire la chef de la direction et les employés. Le rôle de la chef de la direction est le principal rôle de gestion du collège et elle est l'unique employé du conseil qui, avec le personnel embauché, dirige les opérations du collège. Elle a le pouvoir de déléguer des fonctions en vertu de la loi. Ainsi, lorsque vous voyez dans la loi, par exemple, que la chef de la direction doit approuver les demandes d'immatriculation lorsque divers critères sont remplis, ce n'est pas la chef de la direction elle-même qui donne l'approbation, mais le personnel à qui cette fonction a été déléguée. Les personnes inscrites de l'ordre jouent un rôle important dans la réglementation en siégeant au comité de réglementation de l'ordre et au sein du conseil. Pour assurer une certaine continuité, le conseil qui existe au moment de l'entrée en vigueur de la loi sera le premier conseil à être créé en vertu de cette dernière. Un nouveau conseil d'administration sera nommé dans l'année. Les règlements énonceront les détails de ce processus et seront envoyés pour consultation avant d'être approuvés. Vous pouvez donc vous attendre à voir ces nouveaux règlements qui traiteront de la composition du nouveau conseil d'administration dans la première année de l'établissement de l'ordre. La loi prévoit que le nombre minimal de membres du conseil sera de 7 et le maximum de 13, et que ce nombre sera fixé dans les règlements administratifs. De ce nombre, les règlements établiront également le pourcentage de représentation publique des personnes qui ne sont pas infirmières, mais ce nombre doit être d'au moins un tiers de la commission et pas plus de la moitié. Ces changements reflètent l'orientation prise par les gouvernements d'autres administrations, où les pratiques de gouvernance exemplaires montrent une tendance à la réduction des conseils et à une représentation plus importante du public. Il faut toutefois noter qu'avec une majorité absolue de 49% des représentants du public, l'équilibre au sein du conseil reste en faveur de la profession. Les prochains diapos portant sur le champ d'exercice. Les diapos sont chargés, mais c'est un élément central de la nouvelle loi. À ce niveau, nous allons faire une recherche dans les publications spécialisées et analyser ce qui a été fait ailleurs au pays. Au final, le champ d'exercice des II et des IP est défini de manière plus détaillée, avec plus de clarté, et permet de couvrir l'ensemble des champs d'exercice actuels et à venir. Le champ d'exercice des II inclut évaluer pour établir l'état de santé et de bien-être aux clients, identifier les réponses, planifier, élaborer et mettre en œuvre les composantes infirmières du plan de soins clients, coordonner les soins aux clients en collaboration avec les autres, surveiller, évaluer et ajuster le plan de soins, évaluer les résultats et tout autre rôle, fonction
et responsabilités infirmières qui soutiennent la sécurité des clients et la qualité de soins. Ça inclut les autres rôles qui soutiennent l'exercice de la profession, tels que la recherche, l'éducation, la consultation, la gestion, l'administration et le développement de politiques et la réglementation. Aussi, les autres rôles définis dans les règlements administratifs. Le champ d'exercice de l'IP est défini sous forme d'ajout à celui des II, qui sert donc de base et à laquelle quelque chose est ajouté. Le champ d'exercice des II est défini à l'article 10 de la nouvelle loi et le champ d'exercice des IP est défini à l'article 11 de la nouvelle loi. Donc, le champ d'exercice des IP est en plus du champ d'exercice des infirmières immatriculées, et y compris, mais sans s'y limiter, à poser un diagnostic identifiant, communiquer le diagnostic, exécuter des procédures, prescrire, autoriser, commander, administrer et distribuer des drogues et des médicaments, initier, commander et prescrire des consultations, des références, des dispositifs médicaux et des traitements, et y compris des applications de formes d'énergie et d'autres interventions non pharmacologiques. Aussi, commander, recevoir et interpréter les tests de dépistage et de diagnostic, sélectionner, réordonner, prescrire ou réordonner du sang, admettre et réenvoyer les clients des hôpitaux, des établissements, des installations et des programmes, des autres rôles comme IP, comme la recherche, l'éducation, la consultation, la gestion, l'administration, le développement de politique et la réglementation. Et ça dit aussi les autres services et activités énoncées dans les règlements administratifs. Nous avons la même terminologie prévoyant d'autres rôles et d'une formulation habilitante permettant d'ajouter des précisions dans les règlements administratifs. Actuellement, la pratique des IP est soumise à certaines contraintes, telles que l'obligation d'encadrement d'un comité thérapeutique des IP qui peut recommander des tests de dépistage et de diagnostic particuliers, des médicaments et des formes d'énergie que l'IP peut prescrire. De plus, l'IP doit avoir un médecin consultant désigné dans son dossier. La nouvelle loi éliminera ces contraintes. Cependant, les IP seront toujours tenus d'exercer dans leur champ d'exercice individuel et respecter les normes d'exercice. La proposition de loi introduit également le concept de champ d'exercice élargi, qui permet au Conseil de dresser une liste de certaines pratiques élargies autorisées pour les II, mais uniquement les II qui ont reçu une formation appropriée.
Le meilleur exemple est le pouvoir de prescrire des II qui existent dans d'autres provinces, mais avec une formation approuvée et un pouvoir limité à certains types de médicaments. Le nom des II ayant autorisation de prescrire des médicaments serait publié sur le site web de l'Ordre afin que le public et les employeurs sachent qui a cette autorisation. Ce sujet est couvert par l'article 10 de la loi et la partie 11 des règlements administratifs. Nous allons maintenant parler de l'immatriculation et de la délivrance ou le renouvellement des permis d'exercice. Nous entendons souvent les termes immatriculation et permis utilisés de façon interchangeable. Cependant, il y a un processus distinct à suivre pour chacun. La nouvelle loi précise que la première fois qu'un demandeur demande de devenir un inscrit, il passe par un processus d'immatriculation. Et ensuite, chaque année, le titulaire cherche à satisfaire aux critères de délivrance de permis annuels. Nous parlerons des critères d'immatriculation et de délivrance de permis dans quelques instants. Mais tout d'abord, il est important de noter qu'il y a une clause de renonciation dans la loi proposée. Il arrive parfois qu'un demandeur ne soit pas en mesure de répondre aux critères formels, sans que ce soit sa faute. Par exemple, les infirmières formées à l'étranger, provenant de pays déchirés par la guerre, peuvent ne pas être en mesure de produire des documents officiels auprès des organismes de réglementation de leur pays qui pourraient être requis pour l'immatriculation. La loi donne à l'ordre la possibilité de renoncer aux exigences tant que la chef de la direction est convaincue qu'il n'y a aucun risque pour le public. De plus, nous savons que l'accord de libre-échange canadien exige que les infirmières et infirmiers autorisés dans une province canadienne possèdent le même type de permis ici au Nouveau-Brunswick. Si cette infirmière ne répond pas à l'un des critères formels, mais qu'elle détient un permis dans une autre province, le collège devrait renoncer aux critères formels pour se conformer à l'accord de libre-échange. Je vais maintenant parler du cheminement d'une demande d'immatriculation, de délivrance de permis ou de renouvellement. Donc, une fois que la demande est reçue, elle peut suivre l'une des 4 voies suivantes. Elle peut être approuvée, et bien sûr, pour être approuvée, elle doit répondre à toutes les exigences, dont les exigences pour l'immatriculation. Les exigences pour l'immatriculation sont les suivantes. Il y a les frais et les formulaires applicables. Je dis applicables parce que selon la désignation, les formulaires et les frais peuvent varier. Une demande d'infirmière praticienne demandera des renseignements différents d'une demande d'infirmière immatriculée, par exemple. Ensuite, il y a la compétence linguistique. Au Nouveau-Brunswick, les candidats à l'immatriculation doivent démontrer leur maîtrise de la langue anglaise ou française. Il y a ensuite les examens. Nous ne parlons donc pas seulement des examens d'entrée à la pratique, mais aussi des examens tels que l'examen de jurisprudence, qui est une exigence d'immatriculation. Il y a ensuite la preuve de compétence et de bon caractère, et, finalement, ce qui est important de mentionner ici, c'est l'exigence en matière de capacité. Donc, nous parlons d'ici d'aptitude à la pratique. Sous notre loi actuelle, la capacité n'est pas une exigence d'immatriculation, et la seule méthode réelle que l'AINB possède pour traiter avec les problèmes de capacité est de laisser quelqu'un s'immatriculer, s'il répond à toutes les exigences, bien sûr, puis traiter la question dans le cadre du processus des plaintes. Le projet de loi fait de la capacité une exigence d'enregistrement. D'immatriculation, désolé. Les exigences relatives au permis sont semblables aux exigences relatives à l'immatriculation, mais je tiens à souligner quelques différences clés. Nous avons donc des examens ici aussi, mais bien sûr, nous n'allons pas demander aux inscrits de passer l'examen d'entrée à la pratique chaque année. On parle ici d'examens qui pourraient être rendus obligatoires pour le renouvellement du permis. Par exemple, au cours des dernières années, nous avons eu des modules d'apprentissage obligatoires qui ont un composant d'examen. Ensuite, il y a l'exigence relative à la continuité des compétences ou le programme de maintien de la compétence. Par conséquent, pour renouveler leur permis, les personnes inscrites doivent remplir leur PMC afin de renouveler. Et enfin, nous avons des exigences en matière d'heures de pratique, dont nous parlerons un peu plus de détails parce que le projet de la loi modifie ces exigences par rapport à ce qu'elles sont actuellement. La nouvelle exigence proposée en matière d'heures de pratique est donc mieux harmonisée avec nos voisins les plus proches et s'inscrit dans les règlements administratifs. Encore une fois, lorsque des choses sont inscrites dans les règlements administratifs,
Nous avons la capacité de les mettre à jour et de les modifier plus rapidement pour être en mesure de répondre aux nouvelles tendances en matière de réglementation. La nouvelle exigence proposée pour les II et les IP est donc de 450 heures au cours des 3 dernières années. Les 450 heures pour les IP doivent être dans des heures cliniques. La raison en est que ce qui différencie vraiment une pratique d'infirmière praticienne à celle d'une infirmière immatriculée, c'est le diagnostic, la prescription, la compte de test, etc. Et ce sont des choses qui se produisent dans le contexte clinique. Ainsi, bien que la partie de la pratique des infirmières praticiennes dans le projet de la loi s'est élargie pour inclure d'autres rôles des infirmières praticiennes que celui du clinicien, aux fins des heures de pratique, les 450 heures doivent être des heures cliniques. Continuez, nous sommes en fin de retour à notre graphique ici. Une demande peut, encore une fois, être approuvée ou elle peut être refusée. Elle peut être approuvée avec des conditions ou des restrictions ou elle peut être renvoyée au comité d'immatriculation et de délivrance des permis. Donc, cette quatrième bulle, c'est-à-dire le renvoi au comité, est vraiment la différence clé entre l'état actuel et ce qui est proposé. Avec ce nouveau comité, si une demande est refusée ou si des conditions ou restrictions sont imposées, un demandeur qui souhaite faire appel à cette décision ou la faire réviser peut interjeter appel auprès du comité ou la chef de la direction peut aussi renvoyer une question si elle est particulièrement compliquée, par exemple. Le comité peut ensuite approuver la demande, la rejeter ou l'approuver avec des conditions ou des restrictions. Mais cela ne serait pas nécessairement là parce que, encore une fois, si le demandeur n'est pas satisfait d'un refus ou de l'imposition de conditions ou de restrictions, il peut faire appel pour faire examiner cette décision par le tribunal d'examen des demandes de procuration et de délivrance de permis. Donc, ces deux comités seraient nouveaux et ils créent une énorme différence par rapport au statu quo parce qu'à l'heure actuelle, quiconque est insatisfait d'une décision relative à l'immatriculation n'a que la possibilité de faire appel au conseil d'administration. Il convient de noter que la composition de ces deux comités est lancée dans les règlements administratifs, au règlement 14.1, qui stipule que les comités doivent comprendre un représentant du public, 2 infirmières praticiennes et 2 infirmières immatriculées. Nous allons maintenant parler des enquêtes et des audiences. Les modifications apportées aux articles de la loi relatifs aux enquêtes et aux audiences visant à accroître la flexibilité et les possibilités de règlement des plaintes. Elles visent à autoriser les processus plus efficaces. Elles modernisent également les termes utilisés en évitant les mots tels que discipline et coupable. Le processus inclut offert de plus d'options de niveau du chef de la direction et des comités pour résoudre, et ça autorise des voies de règlement plus efficaces, changement des noms des comités au comité d'enquête et de plainte et tribunal de déontologie professionnelle. Ça signale que le tribunal est un organisme décisionnel. Aussi, l'introduction du processus d'aptitude à pratique. Lorsqu'une affaire porte sur un problème de santé, il existe une voie particulière permettant d'adopter une approche corrective par du processus d'aptitude professionnelle. Aussi que le plaignant n'est pas une partie au processus. Il s'agit comme un témoin. Les parties sont l'ordre et l'infirmière ou infirmier. L'ordre a toujours le pouvoir d'intervenir dans 4 grands domaines. Fautes professionnelles, c'est-à-dire les fautes commises dans le cadre de la pratique infirmière, conduite indigne de la profession, c'est-à-dire les fautes commises en dehors de la pratique infirmière, à titre professionnel ou personnel, à titre personnel ou privé.
qui peuvent raisonnablement être considérés comme portant atteint à la réputation de personnes inscrites ou de la profession en général. L'incompétence, c'est-à-dire tout manquant de connaissances, de compétences ou de jugement qui rend la pratique de l'infirmière ou de l'infirmier dangereuse ou qui rend souhaitable dans l'intérêt du public de lancement d'un processus de l'ordre, et l'incapacité, c'est-à-dire un problème physique ou mental d'une personne inscrite qui nuit à sa capacité d'exercer de manière sûre et compétente. Ces définitions ont été modifiées afin de les harmoniser avec les lois sur les soins d'infirmières en vigueur ailleurs au Canada. La loi précise également que l'ordre peut s'agir des réceptions d'une plainte au public d'une personne inscrite ou de toute autre personne, mais qu'il a également la possibilité et le pouvoir d'ouvrir une plainte s'il reçoit des informations qui justifient une telle démarche. Il est possible qu'une personne ne souhaite pas déposer de plainte officielle, mais qu'elle communique des informations dérangeant à l'ordre ou que l'ordre prenne connaissance de problèmes par d'autres processus réglementaires. Dans un tel cas, le chef de la direction et les comités ont le pouvoir de transformer cette information en plainte en bonne et due forme. Il est important que la loi énonce clairement les droits de toute infirmière faisant l'objet d'une plainte. Ces précisions sont essentielles pour garantir que personne inscrit bénéficie de processus équitables. Ça inclut représentation légale, recevoir un avis de toute l'affaire faisant l'objet d'une enquête, possibilité raisonnable de répondre et de présenter des observations, toute autre information requise par les principes de justice naturelle. La justice naturelle est un terme juridique désignant l'équité procédurale qui rend le droit également applicable. Aussi, ces autres informations déterminées par le chef de la direction. Je vais maintenant vous expliquer brièvement le processus de traitement des plaintes et d'enquête. Comme vous pouvez le voir dans la première bulle ici, le processus est mis en branle lorsqu'une plainte ou un rapport est reçu. Toutefois, il est important de noter que le collège peut également agir sur la base des renseignements qu'il reçoit tout au long de n'importe quel processus réglementaire pour amorcer le processus d'enquête. Une autre différence clé est la bulle plus petite juste en dessous et à droite de celle-ci qui dit « pouvoir limité de la chef de la direction » pour traiter des plaintes. Donc, à la réception d'une plainte, la chef de la direction peut rejeter la plainte, fournir des conseils, résoudre de manière informelle, autoriser la démission, référer au processus d'aptitude professionnelle, référer au comité d'enquête des plaintes ou commencer l'enquête. Elle peut également, avec le consentement de l'infirmière, organiser une évaluation de la santé, un audit de la pratique, un examen ou une évaluation des compétences. Ces pouvoirs donnés à la chef de la direction sont destinés à accélérer la capacité du collège de traiter les plaintes. Il faut cependant noter que la chef de la direction n'a pas le pouvoir d'émettre des sanctions de permis, qui est le terme utilisé pour des choses comme les réprimandes, les suspensions ou les révocations de permis. Ce sont les conséquences les plus graves du processus des plaintes.
La grande bulle au milieu avec la loupe représente l'étape à laquelle le comité d'enquête des plaintes se réunirait, soit après une enquête ou après un renvoi par la chef de la direction. Les résultats possibles de ces réunions sont les suivantes. Le comité peut rejeter la plainte, elle peut résoudre de manière informelle la plainte, elle peut fournir des conseils à l'infirmière, elle peut référer au processus d'aptitude professionnelle, elle peut émettre un avertissement, elle peut exiger l'achèvement d'un programme de formation continue ou de rattrapage spécifié, un PFCRS. Elle peut, avec condition d'ordonnance par consentement, elle peut, avec le consentement, ordonner des restrictions, des réprimandes ou des conditions. Ou elle peut renvoyer l'affaire au tribunal de déontologie. Les petites bulles jaunes tout en bas du diagramme représentent le processus d'aptitude professionnelle. Ce processus est une alternative au processus disciplinaire traditionnel qui résout les problèmes d'incapacité. Donc, lorsque la chef de la direction, le comité d'enquête des plaintes ou le tribunal d'aptitude professionnelle soupçonne des troubles d'incapacité, elle peut référer l'affaire au processus d'aptitude professionnelle. S'il n'est pas admissible, il peut envisager des options telles que le dépôt d'une plainte. Nous aborderons maintenant brièvement le processus du tribunal de déontologie. Donc, à la suite d'un renvoi par le comité d'enquête et des plaintes, après des conférences préalables à l'audience ou à la suite des requêtes, le tribunal de déontologie tiendra une audience dont les résultats possibles sont les suivants. Il peut y avoir une révocation, une suspension, il peut y avoir des conditions ou des restrictions imposées, il peut y avoir une réprimande, une amende ou des coûts. Malheureusement, des cas d'abus sexuels sont parfois signalés. Face à ce problème, le gouvernement de Nouveau-Brunswick a imposé en 1996 des exigences en matière d'abus sexuels à tous les organismes de réglementation du secteur de la santé. La proposition de nouvelle loi va plus loin et répond mieux aux attentes de la société. Elle couvre les activités sexuelles inappropriées entre les infirmières et les clients, mais aussi entre les infirmières et d'autres personnes, par exemple des étudiants ou étudiantes. La loi établit que les abus sexuels surviennent avec des clients, les inconduites sexuelles avec d'autres personnes. La proposition de loi prévoit également des sanctions obligatoires, pouvant aller jusqu'à révocation de permis d'exercice dans les cas les plus graves. Le public serait ainsi que nous prenons les abus sexuels au sérieux et que nous ayons des outils nécessaires pour gérer ces cas. Nous allons maintenant parler des obligations de déclaration et de la protection du titre et de la pratique. La loi actuelle prévoit l'obligation de signaler les situations où il existe des raisons de croire qu'une autre infirmière ou autre infirmier n'est pas en mesure d'exercer en toute sécurité, à tel point qu'il n'est dans l'intérêt du public de ne plus lui permettre d'exercer. La proposition de loi prévoit une nouvelle obligation de signaler les autres professionnels de santé réglementés, en plus des infirmières et des infirmiers, et précise des situations où un signalement est nécessaire, soit dans le cas de la violence physique, de violence psychologique, d'exploitation financière, de violence sexuelle, d'inconduite sexuelle, d'inconduite professionnelle, d'incompétence
et de conduite indigne de la profession, mais aussi si une personne se comporte ou s'est comportée d'une manière qui constitue un danger pour la sécurité des clients. Il s'agit à l'encore un exemple de l'importance accordée à la protection du public ainsi qu'à la simplification des procédures. La loi actuelle prévoit une obligation pour l'employeur de s'assurer que l'immatriculation est à jour et que l'infirmière n'exécute pas de tâches contraires aux conditions en vigueur, ainsi qu'une obligation de signalement lorsqu'une infirmière est congédiée pour cause d'incompétence ou d'incapacité. La nouvelle loi élargit ces obligations, comme indiqué dans la diapositive, à la violence physique, à la violence psychologique, à l'exploitation financière, à la violence sexuelle, à l'inconduite sexuelle, à tout acte inconduite professionnelle, à l'incompétence ou à la conduite indigne de la profession, ainsi qu'autres actes présents et passés qui constituent un danger pour la sécurité des clients. Elle élargit également l'obligation de signalement aux suspensions et aux congédiements. Soulignons l'obligation de signaler à l'ordre lorsqu'un employeur suspend, congédie ou limite les fonctions pour mauvaise conduite, comportement indigne, incompétence ou incapacité, ainsi que dans le cas de démission ou renonciation pour ces raisons. La nouvelle loi définit clairement les titres protégés: infirmière immatriculée, infirmière praticienne, infirmière diplômée, infirmière praticienne diplômée, et y compris les mots infirmière et infirmier, comme le fait déjà la loi actuelle. La loi établit clairement que seules les personnes autorisées ou habilitées par la loi peuvent exercer la profession infirmière, sauf en cas d'exemption, notamment les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés qui exercent leur profession, et comme par exemple les étudiants inscrits à un programme de sciences infirmières, ainsi que les personnes qui apprennent à prodiguer les soins à leur famille. L'exemption de l'application de la loi peut être lue dans l'article 41. Restriction concernant le titre est dans l'article 42. Et l'obligation des personnes inscrites peut être trouvée dans l'article 43. Nous allons maintenant parler de la confidentialité et du privilège, ainsi que les rapports et responsabilités. Je vais parler de la confidentialité et du privilège. Alors, la confidentialité est, comme son nom l'indique, une obligation de maintenir la confidentialité des renseignements en possession du collège. La législation actuelle est silencieuse sur cette question de confidentialité, parce que le collège obtiendra des informations qui ont beaucoup de sensibilité, des renseignements personnels sur la santé par exemple. Nous voulions s'assurer qu'il y avait des exigences juridiques pour protéger ces informations. Donc, le projet de loi exige que tous les renseignements provenant d'un processus réglementaire, comme l'enregistrement, la délivrance de permis, les enquêtes, les audiences, etc., sont tenus confidentiels par tous les représentants du collège, à moins qu'il y ait des exceptions. C'est donc cela ce qu'on entend par la confidentialité. Le privilège est un concept différent de la confidentialité.
Ce que nous entendons par ce terme dans ce contexte, c'est que l'information qui entre en possession du collège par le biais de n'importe quel de ces processus réglementaires ne puisse être utilisée en dehors des processus du collège à une autre fin. Probablement la meilleure illustration de cela est que, parfois, lorsqu'il y a une plainte, le collège peut commander un rapport d'expert pour déterminer si les actes particuliers de l'infirmière ont satisfait ou non aux normes de pratique attendues. Si un rapport d'expert en cause, cet expert a été retenu par le collège aux fins du collège. Cet expert ne veut pas que son opinion soit utilisée si un patient dépose une plainte civile, par exemple, contre l'infirmière. Donc, ce concept de privilège protège l'information obtenue par le collège et interdit son utilisation en dehors des processus du collège. C'est un ajout vraiment important pour encourager la participation au processus du collège, sans crainte que les informations soient utilisées dans d'autres processus juridiques. Rapport et responsabilité. Ces dispositions sont nouvelles par rapport à la loi actuelle. Les exigences concernant les rapports sont conformées à l'importance de la réglementation dans l'intérêt du public. La loi impose des obligations d'information envers le ministre, mais également une nouvelle obligation de publication des réunions du Conseil. Ce degré de transparence est important pour informer le public et les personnes inscrites des travaux du Conseil. Étant donné qu'il est prévu que l'avenir les membres du Conseil soient nommés par le Conseil plutôt qu'élus, cette obligation d'informer les personnes inscrites et le public de ce qui passe au Conseil constitue un important mécanisme de reddition de comptes. Cette information peut être trouvée dans l'article numéro 9 de la loi. En outre, l'Ordre est tenu de publier certaines informations sur son site web, notamment le nom, le numéro d'immatriculation, la catégorie de permis d'exercice et le statut, afin d'aider au public à identifier les infirmières et infirmiers qui les soignent, notablement pour déposer une plainte. La loi exige la publication du lieu d'exercice de l'infirmière ou de l'infirmier, mais précise que l'adresse n'est pas requise si elle est l'adresse personnelle de l'infirmière ou de l'infirmier. De plus, il est prévu que publication de renseignements si elle estime que des raisons de sécurité justifiant un tel refus. Cette information peut être trouvée dans l'article 14 de la loi. Finalement, nous allons parler des prochaines étapes. Les prochaines étapes. Le processus de consultation est en cours jusqu'à fin de mai. Ensuite, l'AIMB examinera les commentaires reçus et intégrera les idées jugées pertinentes. Ensuite, on va présenter au conseil d'administration qui examinera et approuvera. Puis, nous commencerons à travailler avec le GMB pour examiner l'adoption de la loi. Pour conclure, il y a encore beaucoup de travail à accomplir et vos commentaires sur le projet nous sont précieux. Pour nous faire part de vos commentaires, vous pouvez aller sur la page web de l'AIMB où vous trouvez des documents appropriés ainsi qu'un sondage à remplir. Il faudra environ 30 minutes pour répondre à ce sondage. Une option enregistre et prendre plus tard est disponible pour les personnes qui ne peuvent pas remplir le questionnaire d'une seule traite. De plus, vous pouvez également nous envoyer vos commentaires par courriel à aiinb@aiimb.ca.
aiimb.nb.ca. Merci pour votre attention.